Chère lectrice, bonjour. Aujourd'hui, tu vas assister à des interviews sous un format différent de celles que je donne d'habitude, dans le sens où cette fois-ci, j'ai mon interlocuteur en face et je vais parler. Alors, tu vas dire, ouais, mais elle parle tout le temps, elle, de toute manière. Oui, mais donner une interview et écouter la personne sans parler soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Écrire des textes et les relire à la personne en face et avoir sa réaction, ça donne un effet complètement différent que de celui auquel j'aurais pensé. Mais personnellement, j'ai passé un super moment. Je pense que mes invités aussi. Je remercie encore une fois Alban, celui qui va lancer les interviews, de son idée, parce que c'est grâce à lui que nous les avons réalisées en vidéo. Et j'ai tellement aimé l'exercice, pour ma part, que je vais le faire avec d'autres auteurs invités. Donc maintenant, je ne vais pas me taire parce que tu vas voir la vidéo, mais je te laisse écouter l'interview de chaque invité pour cette semaine spéciale pour les auteurs zèbres. À très vite. Là, je lance. Bonjour à toi, ô auteur hypersensible et zèbre selon l'appellation la plus connue. Essayez de ne pas bégayer, ça pourrait être bien. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio. Et vas-y, démarre la lecture des questions de cette interview particulière. Là, en l'occurrence, c'est moi qui vais les lire. J'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Feu. Parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'auteur. La question du bélier. Parlons de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer, en la lançant? Verrouillé sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps? Explique-nous. Bonjour. Moi, je marche et j'embrasse les arbres. J'aime marcher pieds nus, être en contact avec la terre. Et malheureusement, c'est vrai que nous ne le sommes plus jamais parce qu'on marche tout le temps avec des chaussures, parce qu'on marche sur des planchers, du goudron, du béton, etc. Mais d'avoir les pieds dans la terre, on ne le fait plus jamais. Et moi, j'ai cette sensation, peut-être que c'est moi qui délire, mais j'ai vraiment la sensation de me décharger de ce qu'il faut que je me décharge et de me recharger de ce qu'il faut que je me recharge. Et j'aime aussi embrasser les arbres, voilà, et marcher, 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 marcher. Ça me fait un bien fou. D'ailleurs, je vais y aller. Mais moi, je marche beaucoup pieds nus l'été surtout. Sauf Oui. que quand on a une petite fille à la maison et qu'on n'arrête pas de lui dire mets tes chaussons ou mets tes chaussures, après elle regarde, elle dit ben, maman, elle fait. Alors vite, je vais remettre des chaussures. Mais sinon, ouais, je suis souvent pieds nus aussi parce que je préfère. Toujours une bonne idée d'ailleurs. J'ai déjà coupé le pied comme ça aussi. Soit. La question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale ou tous en même temps? Ouais, je pense que je suis un peu tout ça en même temps. Je suis une cigale, évidemment, parce que je chante. Et j'ai décidé, lorsque j'étais très jeune, de ne pas travailler. D'ailleurs, quand j'ai appris l'étymologie du mot travail, qui est tripalium, un instrument de torture à 3 pieds, je me suis dit non, ça va pas être pour moi. C'est-à-dire, au fait, je vais chercher à ne jamais faire quelque chose pour une raison extérieure à l'action elle-même, entre guillemets, pour de l'argent, par exemple, de la gloire, des honneurs, c'est-à-dire quelque chose qui soit extérieur à la chose elle-même. Et là, lorsque je fais ça, j'ai l'impression de ne pas travailler. Parce que, voilà, quand je chante, je ne travaille pas. Lorsque je rencontre des gens, je ne travaille pas. Lorsque je suis sur une scène, je ne travaille pas. Lorsque je fais de la guitare, je ne travaille pas. Et pourtant, c'est pourtant ça qui me fait vivre. Voilà, donc je travaille tout le temps d'une certaine manière ou je ne travaille jamais.
En tout cas, j'essaye de ne jamais faire quelque chose pour autre chose que la chose elle-même. Il y a la notion de partage en jouant, enfin, sur des concerts, dans des concerts, sur des scènes ou quoi. Enfin, moi, je crois que c'est ce qui me manque le plus pendant cette période, c'est de ne pas pouvoir aller voir un artiste sur scène et l'apprécier, l'écouter chanter, passer un moment comme ça, hein, quelque part en osmose avec lui, parce que même si je suis à 2 mètres de l'artiste ou quoi, je suis quand même dans ma bulle avec, en écoutant chanter, puis avec l'ambiance qu'il a mis dans la scène, enfin la scène et la salle. Oui. Et oui, c'est vrai que oui, là, du coup, on n'a pas enfin, je pense que vous n'avez pas Ce, l'impression de travailler. ce sont des moments, si nous sur scène, on a enfin, je vais parler de moi. Moi, j'ai le sentiment fort, très fort d'être relié. C'est peut-être c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime à ce point la scène. C'est vrai que pour moi, la chanson, c'est un accélérateur d'ouverture d'âme. Donc ça permet pour moi de rentrer comme par magie en lien avec des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais dans la vie. C'est-à-dire, j'ai toujours recherché ça. Même ça m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune, voire adolescent, etc., de créer des provocations, des choses pour que la rencontre se fasse de façon inhabituelle et de mettre l'autre dans une situation où d'un seul coup, il est obligé ou de se fermer ou de s'ouvrir d'une certaine manière. Donc, c'est pas si intelligent que ça, mais c'était une volonté chez moi de provoquer quelque chose pour qu'il y ait une accélération, voilà, une accélération des choses. Parce que depuis que je suis tout gosse, je crois que j'ai pas le temps, ou plus exactement, je n'ai pas le temps d'autre chose que de ce qui m'est essentiel. Voilà, autre question. Oui, il faut que je... Non, Et pardon. ça, C'est d'un seul coup, je me foutais de ma propre gueule. Je me disais, oui, ben, bon, d'accord, ok. Je suis pas certain que ça intéresse tout le monde ce que tu racontes, mais voilà, je joue le jeu de- enfin, personnellement, j'apprécie parce que c'est un autre point de vue et je lis, j'entends tellement de gens qui disent ah, on n'a qu'une vie, la vie est trop courte et qui sont tellement en train de se prendre la tête sur du travail, sur oui, mais je dois d'abord faire ça. Et bah, hier, on en parlait aussi justement. J'ai ma semaine de travail et puis ce week-end, je vais me reposer. Ah, mais non, j'ai encore ça à faire. Et quand est-ce que tu te poses en te disant tiens, voilà, j'ai bien travaillé pendant ma journée, je suis contente, et puis bah, je m'installe, je me bois une bonne petite tasse de thé, ou voilà, et c'est tout. Juste apprécier le moment comme ça, là, et pas vouloir tout cumuler pendant les vacances, pendant un week-end. Donc, je trouve ça super intéressant de te dire, bah voilà, moi, j'ai pas le temps parce que je veux juste l'essentiel. Et prendre la sève de ce que de ce que t'attends, quoi. Non, c'est un autre point de vue, voilà. Donc, arrivons au Sagittaire aussi, voilà, qui va nous décocher une flèche. Quel est ce plus que tu mets dans tes livres? Ces petites pensées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs. J'en sais rien. Pourquoi je mets un plus qui fait craquer le lecteur? Ben, j'ai aucune idée j'ai aucune idée de ce que je fais. En fait, quand j'écris, je pense qu'il y a pour moi une urgence de l'écriture, que ce soit sur les livres que j'ai écrits, même si je n'en ai publié que 2, j'en ai 2 autres qui sont écrits. Et j'ai dû écrire 120 chansons. Donc, dans le processus d'écriture, il y a chez moi une urgence, en fait. Je crois que je ne peux pas faire autrement que d'écrire, parce que j'ai un besoin impérieux d'exprimer des choses. Je crois d'ailleurs que ça nous est nécessaire à tous. On a tous besoin de trouver son champ d'expression.
voilà, moi, mon champ d'expression, il est dans l'écriture, mais pas seulement l'écriture d'ailleurs, parce que c'est vrai que lorsque je parle de besoin impérieux, il y a quelque chose qui ressemble à de la catharsis, donc quelque chose où je me libère d'une énergie, en fait. Mais lorsque je chante, c'est aussi cathartique, voire même encore plus, puisque je revisite des choses que j'ai écrites. Et si ces choses-là avaient une vertu cathartique, eh bien, au moment où je les chante, où je les incarne, hein, et dans incarnation, il y a vraiment carné, il y a la viande, il y a la chair. Lorsqu'on incarne une chanson, on y met son sang, on y met sa chair, et donc ses émotions, et donc on revisite un certain nombre de choses, et donc on lave. Donc ce plus, j'en sais rien, peut-être là, une forme de sincérité, une forme d'urgence, une forme de nécessité, voilà, qui m'est propre. Mais ça, c'est pas à moi de juger si oui ou non c'est un plus. Je pense aussi, la sincérité, mine de rien, c'est pareil, on en a besoin. Parce que justement, je trouve qu'en tant que lectrice, quand la personne est sincère dans son bouquin, que ce soit un témoignage, une autobiographie ou même une histoire qu'elle raconte, on sent si elle a pris plaisir à le faire ou pas. Et il y a des petits détails ou quoi qui montrent que oui, là vraiment, elle ne l'a pas fait dans un but commercial ou autre, elle l'a fait parce qu'elle aimait faire ça. Et du coup, nous, on prend plaisir à le lire. Ou l'écouter quand c'est une chanson d'ailleurs. Alors, parlons d'air. On va parler de De l'homme derrière R, l'élément R. R. On va parler de l'homme derrière l'auteur. La question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? En fait, je n'ai jamais eu d'animal de compagnie. euh, D'abord parce que j'aime pas tellement l'idée d'emprisonner un animal. Et deuxièmement, parce que j'aime pas tellement l'idée de m'emprisonner moi, au sens où, comme je suis tout le temps parti à gauche, à droite, etc., c'est pas facile d'avoir un animal de compagnie. Et donc, si j'ai le droit, je dirais non, non, pas, pas d'animal de compagnie. Pas une petite tarentule dans sa petite boîte Ah, une petite tarentule toute mignonne que je peux emmener dans sa petite boîte et mettre sur le bord de la Seine lorsque je suis en tournée. Peut-être, oui, évidemment. Caressez ma petite tarentule. Je rigole, je déteste les araignées, mais bon. On a ri aussi avec ça, avec Alban la dernière fois. Passons à la question de la balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes? Alors, il peut être produit par un élément ou une personne que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum ou autre, et une couleur ou une odeur que tu détestes aussi. Alors, tout en même temps ou pas en même temps, au choix. Moi, je suis hyperesthésique et hyperacousique et donc hypersensible au niveau du sens de l'ouïe. Et donc, un bruit, effectivement, peut me mettre dans des états épouvantables très, très vite. Et non seulement je suis hyper esthésique, mais je souffre d'un déficit de l'inhibition latente. L'inhibition latente étant cette faculté extraordinaire qu'a le cerveau d'analyser un bruit, de voir de quoi il s'agit et s'il ne représente pas de danger, de l'effacer de votre conscience. Vous rentrez dans une pièce, il y a une horloge qui fait tic-tac. Au bout d'un moment, le cerveau sent qu'il n'y a pas de danger à ce tic-tac. Il l'efface et vous n'entendez plus le tic-tac. Au bonheur, mais pas pour moi. Moi, à chaque tic, à chaque tac, j'ai mon attention qui est concentrée dessus. Et lorsque je dois avoir une discussion avec quelqu'un, ce tic et ce tac sont excessivement difficiles pour moi parce que je dois fournir un effort de concentration énorme pour me centrer sur vous,
alors que en théorie, le cerveau, sans difficulté et sans dépense d'énergie énorme, peut arriver à ça. Moi, lorsque je suis à une table avec des amis et qu'il y a 2, 3, 4 conversations qui se font, j'ai les 3, 4 conversations en même temps qui m'arrivent dans la tête. J'essaye de suivre les 4. J'ai un mal fou, à moins d'un effort de concentration énorme, à parler avec une personne alors qu'il y a plusieurs conversations qui sont autour. Donc, le bruit, vous touchez là quelque chose d'essentiel chez moi, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis isolé. Mais j'ai plusieurs voisins, nous sommes dans un petit hameau, et je me suis rendu compte un jour qu'il y avait une scie circulaire qui faisait un bruit insupportable. Et en fait, en sortant, je me suis rendu compte que c'est un voisin que j'aime énormément qui utilisait cette scie circulaire. Et je vous avoue que d'un seul coup, la scie circulaire avait une mélodie différente. Et je pense qu'effectivement, les bruits sont agaçants en soi, mais les bruits de gens qui vous énervent en soi sont encore plus énervants que les bruits de gens avec lesquels vous vous sentez en lien. Oui, on est plus tolérant quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, ou on sait que c'est pour une durée déterminée parce qu'il fait des Oui, travaux, et on n'a pas bien envie sûr. d'aller lui passer la tête dans la scie, par exemple, c'est bon, c'est le voisin. Genre. Mais je raconte cet épisode parce qu'il est arrivé hier et nous nous en sommes amusés avec l'ami qui était présent. Ah, ça va être marrant pour la question suivante. Donc, la question du verso. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, mais les yeux bandés? Oui, mais, mais pas le lien bandé. Je veux dire par là que je peux le faire avec quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui j'offre cette possibilité, et je ne l'offrirai pas à tout le monde. Donc oui, je pourrais, mais ça dépend avec qui, en fait. Voilà, il y a pas enfin, il y a un lâcher prise avec une personne en qui tu as confiance, là où Absolument, tu sais qu'elle ne va pas te mettre en danger. En danger, oui. absolument. Même pas D'ailleurs, en intégrité physique. j'aime pas tellement le mot lâcher prise et surtout son utilisation actuelle, parce que dans cette espèce de lâcher prise, il y a une espèce de enfin, il y a une connotation que j'aime pas. Je dirais plutôt laisser porter. Euh, euh, je- il y a certaines personnes avec lesquelles j'accepte bien volontiers de me laisser porter ou de laisser emporter par la foule. Alors, question de la terre. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. La question du taureau. Comment gères-tu ton inspiration? Là, ça va être aussi pour les chansons. Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Donc, marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Euh, En fait, j'ai jamais eu aucun problème d'inspiration. Donc, ta question me pose souci. Et pas parce que je n'ai jamais eu de crise d'inspiration, c'est parce que lorsqu'elles arrivent, je les accepte volontiers. C'est-à-dire que oui, ça m'est arrivé de vouloir écrire, et oui, ça m'est arrivé d'être en face d'une page blanche et de ne pas la remplir. Mais j'ai jamais eu d'urgence au sens d'urgence extérieure à mon urgence. C'est-à-dire, j'ai jamais eu d'éditeur qui attendait avec impatience les choses. J'ai jamais eu de... Si, j'écris pour un magazine qui s'appelle Happiness, et j'ai des délais. Mais il se trouve que lorsque je sais que j'ai une chronique à faire,
bah, ça vient toujours et ça vient toujours très en amont, donc j'ai jamais de problème de tempo et d'obligations extérieures qui me poussent. Et par rapport aux chansons, pendant tout un temps, lorsque je n'en avais jamais écrite, j'avais une telle urgence, une telle nécessité d'écriture que c'est venu, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais à un moment donné, je me suis fait... j'avais laissé tomber la musique, ça faisait 20 ans que je ne faisais plus de chansons, pardon, plus de musique, parce que je faisais pas de chansons. Je faisais du jazz, je faisais de la musique, des concerts, mais je faisais pas de chansons. Et il y a 10 ans où j'ai eu bref, on m'a diagnostiqué que j'allais mourir et que j'avais un cancer avec des métastases au cerveau, ce qui est faux. Il s'était trompé, mais je me suis posé la question de l'essentiel, justement. Et la mort, elle vous colle à l'essentiel. Et je me suis dit, mais au fait, si... Voilà, tu vas mourir. En plus, j'ai mon frère qui était décédé de la même chose, avec des métastases au cerveau à la fin, d'un cancer de la plèvre, mais qui s'était fini par des métastases au cerveau. Donc, j'étais sûr que j'allais mourir. J'étais sûr que je faisais comme mon frère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avant de partir? Et l'envie de faire de la musique a été très vive, sauf qu'entre-temps, j'avais été prof, j'avais été comédien. Donc, j'avais utilisé ma bouche, entre guillemets, pour vivre sans aucune connotation sexuelle. Mais voilà, donc je me suis dit, je ne vais pas faire que de la musique, je vais donner la parole à la musique. Et donner la parole à la musique, c'est faire de la chanson, donc j'ai fait de la chanson. Et j'ai crié sur le papier tous les drames qui m'étaient arrivés. Donc il y avait une espèce d'urgence qui a fait que j'ai écrit. Et depuis, j'en ai écrit 120. Et aujourd'hui, j'ai donc quelque chose comme 5 albums déjà prêts à être enregistrés. Donc je n'ai aucune pression pour écrire de nouvelles chansons, aucune nécessité, encore une fois, extérieure pour écrire de nouvelles chansons. Donc voilà, ça fait quelques mois là que j'ai pas écrit de nouvelles chansons. Et je m'en fous, à vrai dire. Donc je cherche pas, je cherche pas à faire revenir l'inspiration là. Et là, en ce moment, enfin, ça fait même 3 ans hein, que j'ai écrit un roman, qu'on m'a fait des critiques positives. Une personne m'a fait des critiques positives dessus qui montraient à quel point elle avait entendu, compris ce que je voulais y mettre dedans. Donc, lorsqu'elle est passée dans le registre critique entre guillemets négatif, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas à son sens dans l'histoire, dans la trame, etc., ben, j'avais les oreilles grandes comme ça, parce qu'effectivement, lorsqu'on vous dit ça, c'est pas bien, mais vous êtes persuadé que la personne n'a rien pigé, ben, vous souriez et vous prenez ces conseils que vous mettez directement dans les chiottes. mais là, lorsque la personne, elle vous a pigé complètement, ben, lorsqu'elle vous dit ça fonctionne pas, les oreilles et l'esprit sont énormément ouverts, et je pense qu'elle a raison sur tout. Et donc, je sais qu'il faut que je réécrive une énorme partie du bouquin, et depuis 3 ans, je n'y arrive pas. Donc, ça signifie que ben, cette fameuse muse a foutu le camp. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché à la rappeler. J'ai jamais été là. Muse, reviens, s'il te plaît. Je suis dans la merde. Donc j'attends, puis j'ai pas d'urgence, et puis j'ai personne qui l'attend, puis tout le monde s'en fout de toute façon. Donc je suis aujourd'hui, mais c'était pas le cas avant d'ailleurs. J'arrive très facilement à ne pas culpabiliser, à ne rien foutre. Donc, non, ne rien foutre, c'est encore un jugement parce que effectivement, pour moi, marcher, lire, chanter, faire de la guitare, du chant, de la méditation, etc., c'est tout sauf rien foutre. Voilà. Quand j'entends parler pour répondre à une question toute simple, pardon.
t'entends parler de marcher, de méditer et tout ça, ça me fait penser, donc j'ai suivi une masterclass de Eric Emmanuel Schmitt pour l'écriture, et Oui, il en parle en disant, bah, si, même quand on est dans un processus d'écriture, qu'on a des idées et tout, il faut aussi laisser l'ensemble mûrir, et donc oui. aller marcher dans la forêt, aller faire un câlin à un arbre, ou aller nager pendant plusieurs longueurs, ou voilà, pour se laisser justement se laisser traverser par tout ça. Et ça me fait aussi Mm. penser à cette chanson Fous-toi la paix, où on ne doit pas être tout le temps dans le mouvement. Là, on peut aussi prendre le temps de se poser et de se dire, bah voilà, je vais juste aller me faire une promenade pour le plaisir, et pas parce qu'on doit aller quelque part. Voilà, donc aussi, oui, ça me parle aussi beaucoup personnellement, et je suis sûre qu'il n'y a pas qu'à moi que ça parlera. La question de la Vierge. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école? Là, on parlait de prof. Comme dans l'école du sorcier Harry Potter. Et oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Mais toi, je suis sûre que tu n'étais pas dans le même genre que Severus Rogue, si tu connais Harry Potter. Et un cours de quoi? De potion? De potions, oui. Ah oui, Mais d'accord. oui. Tu connais Harry Potter? Oui, oui. Oui, d'accord, ça va. Donc, est-ce Je ne qu'on suis pas devra... très spécialiste, j'en ai vu qu'un de film et je n'ai lu aucun des livres. Mais j'en ai vu quand même un, donc je vois de quoi il s'agit. C'est lequel? C'est le tout Je crois que premier? c'est le premier. Ouais, Le ouais. premier? Lorsqu'il Oui, est donc enfermé dans le placard sous l'escalier, etc. la chambre des secrets avec Il le débarque, serpent. il débarque dans l'école L'école des de sorciers, sorciers. donc, je crois qu'on voit le professeur Rogue. Bah, en gros, c'est le prof que tout le monde déteste et qui est très sévère, très dur. Et il considère que tous les élèves sont des abrutis finis. Et donc, il leur apprend, c'est un peu le prof de chimie, quoi, le chimie, physique, chimie. Et donc, il leur apprend les potions, mais bah, étant donné qu'il part du postulat qu'ils sont tous stupides, ils ne sauront jamais faire des potions magiques dignes de ce nom. Voilà le Ouais, genre de professeur. Et donc, d'accord. Ouais. voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, est-ce que tu serais favorable à un cours de potions dans les écoles actuelles, là où on apprend tant de choses? Euh, Moi, je suis favorable à tout, à toute sortie du sillon, en fait. C'est l'étymologie du mot délire, d'ailleurs. C'est la sortie du sillon. Et moi, j'étais enseignant et avec quelques amis, et mon prof de philo de terminale, on a même créé une école dans les années 80 euh, où on a cherché à faire une école, au fait, pour les gens qui n'aimaient pas l'école. Et, euh, et, et on était absolument persuadé d'abord d'une chose, c'est que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme le dirait Nelson Mandela, mais qu'en plus les programmes, on s'en foutait royalement et que je crois que quelqu'un qui est fâché avec les mathématiques, bien souvent, c'est parce qu'il est fâché avec d'autres choses, avec le prof, avec lui-même, avec ses émotions, avec ses copains, avec le système scolaire, avec plein de choses. Et lorsqu'on le réconcilie dans son rapport à ses copains, au prof, puis à la matière, puis à plein de choses, etc., on finit, ouais, voilà, par le réconcilier avec les maths. Donc moi, ça m'est arrivé de faire des cours en parlant de bien d'autres choses, en allant explorer d'autres horizons. Mais cette façon d'aborder les choses m'a fait aussi créer des liens différents avec les enfants, peut-être aussi une envie de se rapprocher de moi, parce que moi je sais que j'avais certains profs, je me disais, putain, si je travaille à mort, je vais ressembler à ça. J'ai aucune envie de bosser, surtout pas. Je me barre le plus loin possible. Donc oui, des cours de potions, des cours de magie, des cours de ce que vous voulez pour, euh, pour créer du lien.
et de l'envie et de la vie. Ça me fait penser, je ne sais plus à quelle occasion j'ai parlé de ce prof. Donc, j'ai fait mes études en France et étant donné que, voilà, avec le système scolaire, ils avaient décidé que, comme j'étais nulle en maths, je ne pouvais faire que du français. Et donc, j'ai fait le circuit littéraire avec 8 heures de philo par semaine. Et alors, les 2 heures de philo du samedi matin, c'était 2 heures ou 4 heures, je ne sais plus. Enfin, on avait un bon nombre d'heures de philo, et puis le samedi matin, donc on était déjà bien crevés et tout. Et régulièrement, quand il sentait qu'il nous perdait, ce prof, alors pour la petite histoire aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, je ne l'ai pas dit personnellement, mais il était prof de tibétain parce qu'il avait appris le tibétain pour étudier la philosophie tibétaine, dans les vrais textes d'origine et tout. Déjà, voilà à quel point il était passionné par la philo. Et quand il sentait qu'il nous perdait, il nous parlait de l'ornithorynque, comme d'un animal qui est complètement inutile. Et là, du coup, il arrivait à refocaliser notre attention. Il nous sortait une bonne blague ou quoi, il nous replaçait un philosophe dans l'histoire ou un concept de pensée ou je ne sais quoi, et paf, il nous avait récupéré et on continuait. Et j'aimais ce type d'enseignement parce que voilà, il arrivait à se mettre à notre hauteur et il venait nous chercher pour que après on avance avec lui main dans la main. C'était pas claquer un grand coup sur la table en disant ah oui, écoutez-moi et tout machin, bande de nazes. Non, c'était vraiment voilà. Je sais que c'est une matière qui est difficile. Aujourd'hui, c'est un concept compliqué à comprendre. On avait 18 ans à l'époque, on était des gamins. Et donc, il venait nous récupérer pour nous faire penser à des trucs qui nous passaient à des kilomètres au-dessus de la tête, en plus, par moment. Mais c'était vraiment intéressant. Et je suis, comme tu as compris, complètement pour des systèmes d'enseignement qui sortent des lignes qu'on a fixées actuellement parce que je trouve qu'on met trop de cadres. Et alors, le problème qu'il y a, comme dans mon cas par exemple, le gamin qui n'est pas dans le cadre qui est établi, on décide que lui, il n'est pas bon là-dedans. On ne va pas essayer d'aller se mettre à sa hauteur en disant pourquoi il ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que c'est trop abstrait? Est-ce que c'est parce que pour lui, ça n'a aucun sens d'aller calculer le mec qui va chercher 3 kilos de bananes et qui en donne 2 à la concierge et puis qui en mange un et on s'en fout. Moi, il me fallait du concret, il fallait que je comprenne comment j'allais l'utiliser dans la vie quotidienne et je vais commencer à me perdre dans mon truc. Oui. Et du coup, voilà, si l'enfant ne se conforme pas au cadre donné, hop, on le parque dans un coin et puis la casse débrouillée, quoi. C'est tire ton plan. Mais bon, on discute. Et je pense qu'il y a des moyens de faire des choses vraiment bien et je suis intimement convaincue que l'école ne fait pas tout. C'est une étape parce que ça fait partie de la société, mais il y a plein d'autres manières d'apprendre les choses et aussi par soi-même. Mais bon, soit. Parler de critique. On arrive à la question du Capricorne. Si on me laisse parler, moi, ça y est, je suis partie. Et je me suis promis, j'ai dit, j'interviewe, mais c'est pas moi qui dois parler le plus, c'est la personne que j'interviewe qui doit parler. Je me retrouve toujours à raconter. Alors, gracieuse, la question du Capricorne. Voilà, merci. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout, qui descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors après, je donne des techniques, parce que le vaudou, le mauvais sort, le mépris, l'étouffer avec ton coussin de colère. Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui diront « Non, les zèbres ne sont pas tous gentils, tordons le cou à cette idée tout de suite. » Non, les zèbres ne sont pas tous gentils du tout. Et même souvent, les zèbres ont des émotions très fortes. Moi, dans le sous-titre d'un de mes bouquins, c'était « Itinéraire d'un enfant surdosé » et pas surdoué, parce que je déteste le mot surdoué, donc surdose. Et je pense que de la surdose me caractérise, et j'accepte d'être caractérisé comme tel, comme un surdosé, mais surdoué, ça m'emmerde. Donc, surdose, ça veut aussi dire surdose de colère, surdose d'envie de taper, de détruire, de gueuler, de hurler, etc. Donc oui, non, il n'y a pas forcément que de la bienveillance et de la gentillesse là-dedans.
Et moi d'ailleurs, très franchement, bon, j'ai eu des tas de galères dans mon existence. À un moment donné, j'étais dans un état de colère invraisemblable en me disant que, voilà, mmh, je subissais des injustices, pas possibles et cetera et cetera. Et comme j'ai perdu, beaucoup de gens, qui, voilà, qui constituent les liens les plus forts d'une vie, et ben, à un moment donné, à la mort de mon fils, j'ai complètement pété un câble. Je suis rentré dans un réseau d'escroquerie et puisque le monde était pourri, que tout était dégueulasse, c'était pas très grave si moi je l'étais aussi. Donc bref, j'ai fait des escroqueries, je me suis retrouvé en tôle. Donc j'étais plutôt dans le registre des gens infréquentables, sales types, salopards, anciens taulards, etc., etc. Donc pas gentil et bienveillant comme un bon zèbre. Donc non, je comprends parfaitement ça. En revanche, euh, euh, je pense que je m'en fous complètement que quelqu'un n'aime pas ce que je fais. Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'espère ne pas être démesurément prétentieux dans ce que je vais dire, mais j'ai une assez juste perception de ce que je vaux. Et, et, et moi n'est pas un problème pour moi. C'est-à-dire que, franchement, j'essaye au maximum de ne pas tomber dans les travers, de, de mettre trop de moi dans quelque chose. Parce que je pense que nos souffrances viennent de ça. C'est-à-dire que si je pense que je suis un écrivain, d'abord, je vais penser que je suis un bon écrivain. Et donc, si quelqu'un me dit que j'écris comme un pied, je vais souffrir. Sauf qu'à un moment donné, lorsque je ne pensais pas que j'étais un écrivain, si j'écrivais quelque chose et que la personne me disait que c'était pas bien, je crois que ça m'aurait rien fait. Et je crois qu'il faut réfléchir là-dessus. Et c'est pareil pour le chant. C'est-à-dire que moi j'aime chanter. Si maintenant je commence à me définir comme un chanteur, je vais me définir comme un grand chanteur, et si tu n'aimes pas mon chant, je vais être complètement transpercé par une flèche. Mais au fait, la flèche, je suis allé la chercher là-bas pour me la planter dans le cœur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On parlait tout à l'heure du travail, le mot travail, qui est tripalium. Et je disais que je ne voulais pas faire quelque chose pour autre chose que la chose elle-même. Eh bien, c'est pareil là. C'est-à-dire le chant, j'ai envie de le faire parce que ça m'anime, parce que ça me remplit, parce que ça me rend joyeux. Toutes ces choses-là font que ça me rend très indépendant du jugement d'autrui. Lorsque je fais la chose pour la chose elle-même. Mais si effectivement je fais du chant pour te plaire, pour te séduire, pour gagner de l'argent, pour être aimé, pour avoir de la gloire, des honneurs, des machins, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec le chant, alors oui, je vais être très dépendant du jugement de X, Y, Z et W. Et là, ça va me blesser. Donc je suis assez lucide sur le fait que plus je vais être dans la chose elle-même, plus je vais réduire mes souffrances. Plus je vais faire quelque chose pour autre chose que la chose elle-même, plus je vais augmenter mes souffrances. Et donc le fait que quelqu'un n'aime pas ce que j'écris, d'abord, il est peut-être très proche de la vérité parce que ce que j'écris, c'est peut-être pas terrible. Donc c'est très bien qu'il juge ça. Moi, je le disais tout à l'heure, j'écris par urgence. Donc, après, que cette urgence-là ne soit pas partagée par la personne, je n'y peux rien et je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Même si, c'est vrai, il y a toujours une envie de partager avec le plus grand nombre.
C'est ce que dit Kant, le mec qui va faire son petit philosophe. C'est le beau est un universel sans concept. C'est-à-dire il y a une volonté d'adhésion universelle lorsque vous créez quelque chose. Et sans concept, il n'y a pas d'explication à cela. Donc oui, dans toute création, il y a une volonté de toucher le plus de gens possible. Et en plus, c'est vrai que ça permet d'être en lien ou de se sentir en lien avec le plus de gens possible. Donc je ne cracherai pas sur le fait qu'il y ait plein de gens qui puissent aimer ce que je fais. Mais en revanche, s'il y en a qui n'aiment pas, bah, voilà, je crois avoir les pieds suffisamment sur la terre pour que ça me dérange pas plus que ça, en fait. Ok. Maintenant, donc, nous allons aborder l'élément O, la question du cancer. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de... Je bégaye. T'arrive-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Moi, je vibre démesurément. Et donc, de ce fait-là, j'évite les films d'horreur parce que ça me fait partir trop loin, en fait. Je pense que il m'en faut pas grand-chose, en fait, pour être très touché. Tellement je me sens très, très vite en lien avec les autres, dans la réalité, entre guillemets, ou avec des personnages de fiction. Sauf que, très franchement, la différence entre la fiction et la réalité, pour moi, elle est relativement faible, en fait. C'est-à-dire que je peux m'enthousiasmer pour des choses qui n'ont pas l'ombre d'une réalité pour d'autres, mais qui pour moi ont une réalité énorme, énorme. Donc non, je suis pas à la recherche d'émotions fortes parce que j'en ai déjà suffisamment. La vie, pour moi, elle est parfois un film d'horreur. Non, j'ai pas du tout envie d'aller me rajouter des surémotions que je vis déjà dans ma vie. Ouais, je vois, oui. Ok, ah bah, après, la question du scorpion, combien de livres en cours? En écriture, en lecture? Est-ce que donc tu en lis ou en écris un à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Non, je vais dire un truc contradictoire. J'en écris un à la fois, mais il se trouve que j'en ai fait un à la fois 2 fois, qui ne sont pas terminés. Mais là, je serais dans l'incapacité de me mettre dans l'un, dans l'autre, dans l'un, dans l'autre, dans l'un, dans l'autre, et d'avancer comme ça. Donc non, je suis plutôt un à la fois pour ce qui concerne la création. Et même, j'ai un mal fou à me mettre dans l'écriture d'un livre et de continuer la création d'un spectacle etc., de faire des tas de choses comme ça. J'ai cette carence-là. En revanche, en tant que lecteur, je peux très facilement grappiller à gauche, à droite. Et d'ailleurs, je termine de moins en moins souvent des livres. Ce qui était pas possible pour moi il y a quelques années, parce que voilà, il fallait que je termine. Aujourd'hui, ça m'est très facile de rentrer dans un livre, de lire 20 pages, d'entrer dans un autre, de lire 30 pages, de rentrer dans un autre, de lire, etc. Et puis de me nourrir de ce que j'y découvre, en fait. Et donc
Mais en fait, j'ai pas l'impression d'aller à gauche, à droite, au centre. En fait, moi, je crois que je suis très monomaniaque dans mes recherches. Et donc, en fait, je, je cherche une chose, je crois, à travers des livres. Et donc, lorsque ça me le procure, je continue. Je peux m'arrêter, chercher, revenir. Mais en fait, je crois que je ne cherche qu'une seule chose. Ok. Et donc, la dernière question, oui, c'est ça. La question du poisson. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire? Alors, avant de dormir ou en pleine journée, au choix, celle de Barry White, de Boart de Camelot ou de Johnny Hallyday? Quelle voix, c'est ça? Quelle voix, oui, pour te lire une Ah oui, histoire. quelle voix je choisirais à Barry White, ça me dirait bien, ouais, que d'écouter une histoire racontée par Barry White. Oui, je suis très très sensible aux voix graves, ça c'est sûr. Et les voix graves font rentrer mon corps en vibration, peut-être parce que moi-même j'ai une voix grave et que je chante et qu'en fait je me masse à longueur de journée de l'intérieur par le son. Parce que ce que les gens qui ne chantent pas ne savent pas forcément, c'est que en fait le travail de la voix, c'est un travail de la vibration. Et donc, on cherche à ce que des zones à l'intérieur de nous-mêmes vibrent et résonnent, parce qu'on a différents résonateurs à l'intérieur du corps, on a différentes zones où le son peut se mettre à vibrer. Et donc, le travail de la voix va consister effectivement à maîtriser, à comprendre où est-ce que la voix va vibrer, va se mettre en vibration, où est-ce que ça va se mettre en résonance, etc. Et donc, vous nourrissez, vous vous remplissez du, de ces vibrations intérieures. Moi, très souvent, le matin, je commence par faire des sons très que certains, on peut appeler les ohms ou des... voilà, de l'extérieur, on se dit, le mec, il est complètement allumé, quoi. Alors qu'en fait, c'est simplement une espèce de massage qui me fait prendre chair, m'incarner. Tout à l'heure, je disais, au fait, je cherche qu'une chose. Je crois que la chose que je cherche, c'est augmenter ma présence ou mon amour. Je pense que c'est presque des termes similaires. Donc, augmenter en moi ma présence. Le chant ou ces vibrations-là, elles contribuent à augmenter en moi ma présence. D'ailleurs, une voix peut ou ne pas habiter un corps. On peut ou ne pas habiter ses émotions. Lorsqu'on est ému, on a souvent le souffle qui est très court et donc on va avoir une voix qui va vibrer beaucoup dans le haut de la tête et pas du tout prendre une assise à l'intérieur du corps et s'installer en nous-mêmes. Et cette incarnation-là, pour moi, elle est fondamentale. Donc je cherche partout, dans des livres, dans des films, etc., des gens qui pourraient m'instruire, me faire avancer sur ce chemin-là. Un chemin oui, de paix. On m'a appris, c'était les cours d'accouchement, mais justement d'émettre une voix très grave pour détendre l'ensemble du corps. Et c'est ce qu'on appelle aussi parfois dans le genre chant primal ou quoi, c'est une voix vraiment qui est du fond de la gorge là et
Comme ça, là, ça détend bien tout pour accueillir enfin, accueillir, pour faire en sorte que le bébé qui va sortir soit plus à l'aise, etc. Et c'est vrai que j'avais testé. Alors, au début, on me disait ouais, n'importe quoi. Je ne serais jamais capable de le faire. C'était pas genre c'est de la connerie, non, c'était je ne saurais pas le faire. Je ne vois pas comment je vais réussir à m'approprier ça. Et finalement, si j'ai tenté, et je me suis dit, c'est bien ça, il faut réessayer. Et oui, c'est comme quoi, il y a des moments où on a des idées préconçues sur ce qu'on sait faire ou ne pas faire. Et puis bah, finalement, il suffit juste de tester. Et comme là, d'apprendre à chanter peut-être ou quoi, se dire, bah, ça me plaît, tiens, peut-être quelque chose que je peux faire juste pour le plaisir aussi. Oui, oui, parce que le chant a plein de bénéfices sur soi, sur la rencontre avec soi, indépendamment du fait de chanter pour d'autres oreilles. Aussi, Donc oui. même si on considère qu'on ne sait pas chanter, on peut se libérer de cette pensée-là et se mettre à chanter parce que ça fait un bien fou à soi, de soi à soi. Eh bien voilà, c'est ainsi que nous allons conclure. Je vais te demander une chanson pour Oui, terminer l'interview en beauté. c'est pas du tout ce que je vais chanter. À ton aise. Dans les moments les plus catastrophiques de ma vie, j'ai eu l'horrible sentiment que le gamin qui était à l'intérieur de moi foutait le camp. Et c'était horrible, en fait, parce que j'ai la conviction absolue que cet enfant me protège. Et donc je perdais mon plus grand protecteur. Alors je lui ai écrit une petite chanson On pour peut qu'il pas foute pas le pleurer, camp. hein. Oh, toi, s'il te plaît, ne pars pas. Oh, toi, reste encore avec moi. Oh, toi, ne m'abandonne pas. Toi qui ne vieillis pas, tu es ma joie. Grâce à toi, je danse ma loi, celle de l'insouciance, ma foi. Tu m'offres du sens, mon roi. Ô toi, mon enfance. Ivre au point de sourire à la mort, vivre plus loin, plus grand, plus haut, plus fort. Voici le destin que tu chantes à mes oreilles. Voici le refrain qui me hante et m'émerveille. Ô toi, cet enfant que je garde au fond de moi. Ô toi, mon enfant, protège-moi. Ô toi, au milieu du tumulte, toi, tu reçois des insultes. Toi, de tout ce dont le culte rime avec adulte. Oh toi, je veux toujours t'entendre, ta voix, pouvoir toujours l'apprendre, ton doigt doit toujours se tendre, ta voix toujours me surprendre. Ivre au point de sourire à la vie, suivre plus loin ses désirs, ses folies.
Voici le destin que tu chantes à mes oreilles. Voici le refrain qui me hante et m'émerveille. Oh toi, cet enfant que je garde au fond de moi. Oh toi, mon enfant, protège-moi. Oh toi, s'il te plaît, ne meurs pas. Oh toi, reste encore avec moi. Oh toi, ne m'abandonne pas. Toi qui ne vieillis pas, tu es ma joie. Grâce à toi je danse ma loi, celle de l'insouciance, ma foi. Tu m'offres du sens, mon roi. Ô toi, mon enfant. Merci beaucoup. C'était très beau. Nous, on va arrêter l'interview ici. Merci beaucoup. Ça va être celle qui va terminer la semaine des interviews. Et ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. C'était vraiment chouette. Eh bien, merci à tous et à bientôt. Donc, à très vite pour d'autres interviews. Alors, j'espère que cette interview t'a plu. Si tu veux avoir des informations sur l'auteur, tu peux aller regarder en description. J'ai mis un lien vers son site où tu vas pouvoir retrouver des informations pour acheter son livre ou ses livres et pouvoir mieux apprécier son travail. Je te dis à très vite pour d'autres aventures. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, partage la vidéo pour donner plus de visibilité à l'auteur ou à des livres qui pourraient t'intéresser ou intéresser des personnes que tu connais. Et je crois que j'ai tout dit, à part n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!